Accord désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Voilà, nous avons un océan de café pour deux éditorialistes. Bonjour André Berkoff. Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, je vais commencer par vous. Est-ce que ça vous paraît crédible cette pétition dans Libération qui réclame justement une moralisation des salaires des patrons du CAC 40? Le problème est toujours le même, c'est-à-dire qu'on part d'un exemple et d'un dysfonctionnement pour réfléchir à une loi qui concernerait tout le monde. Mais sur cette affaire Carlos Ghosn, en réalité, le problème vient moins de la rémunération. La rémunération est très élevée, c'est un fait, mais à la limite, pourquoi pas. Mais le vrai problème de cette affaire vient du fait que le conseil d'administration, les actionnaires, en réalité, s'étaient opposés à cette rémunération et finalement, elle a quand même été mise en œuvre. Et donc là, on voit qu'on a un dysfonctionnement de gouvernance au fond, parce que une entreprise, alors pardon de le rappeler, mais elle appartient à ses actionnaires. Donc là, on voit qu'on a eu un véritable problème. Après, oui, c'est beaucoup d'argent. Oui, bien évidemment, si on essaie d'aborder la question sur le plan philosophique, une rémunération, un plafond. Non, il y a pas de plafond. Non, il y a pas de plafond, parce que très honnêtement, est-ce que les patrons des hedge funds aux États-Unis, les patrons des grandes banques, non, parce que ça sert à rien, parce que c'est très. Oui, mais puis c'est très facile à contourner. Enfin, je veux dire, vous pouvez une très grande entreprise, elle peut loger de toute façon la filiale qui fixe les rémunérations absolument partout dans le monde. Donc, je veux dire, tout ça. C'est un acte politique, en fait. Donc, c'est un acte politique. Je dis pas qu'il n'y a pas un sujet derrière ça, hein, si vous voulez, mais en toute chose, j'aime bien la mesure, si vous voulez. C'est-à-dire que je pense mais est-ce qu'on peut légiférer sur ce thème? Mais pourquoi légiférer? C'est plus ça. C'est violent, l'autre jour. Oui, non, mais pourquoi légiférer? Mais à chaque fois qu'on constate, pardonnez-moi, mon surmoi libéral revient un peu quand je suis un peu fatigué, mais à chaque fois qu'on identifie un problème, on va pas faire une loi, si vous voulez. C'est ça ce que je veux dire. Donc oui, il y a un problème. Oui, c'est trop d'argent. Oui, c'est choquant. Non, je ne veux pas qu'on fasse une loi qui sera inefficace, et j'ai pas envie que les ressources parlementaires. Mais pourquoi c'est trop d'argent? Voilà. Non, mais c'est trop d'argent parce que si vous l'abordez sur le plan philosophique et que vous le divisez par le nombre de SMIC, bah voilà, vous allez trouver que c'est beaucoup. Et Zlatan aussi, c'est beaucoup. Voilà, et ben c'est beaucoup. Voilà, mais c'est bien pour ça que je vous dis. Michael Jordan, c'est beaucoup aussi. Et les Rolling Stones en tournée, c'est beaucoup. Voilà. Donc le problème, c'est ce que je comprends. Je fais un peu le bonnet de service. Oui, exactement. Non, mais bon, on peut comprendre. Allez, très ce qui est assez bizarre, c'est qu'à partir du moment où il s'agit de leur distraction, les gens acceptent tous les salaires possibles et imaginables. Là, c'est leur voiture. À partir du moment où il s'agit de l'entreprise, ils ne l'acceptent plus. Ils acceptent de Zlatan ce qu'ils n'acceptent pas. Mais Guillaume, parce qu'on les a modélisés, encore une fois, moi je vais être, et Dieu sait si je ne suis pas ultra-libéral, mais par accord à Nicolas Bouzou, je vais paraître pour un espèce d'ultra-capitaliste terrifiant. Enfin, je vais vous dire, à l'heure où un type de 22 ans se fait 3 milliards quand il invente une appli, un style Snapchat et autres billevesées de ce genre, à l'heure où de la mondialisation, ça me fait hurler de rire. D'abord, on en a marre que des énarques qui n'ont jamais connu les fins de mois, que ne sachent pas si l'entreprise se mêle de ces histoires. L'État n'a pas à se mêler de ces histoires. Ce sont des responsables politiques, c'est pas les énarques. Mais non, mais si c'est la même. Non, mais attendez, vous savez qu'au nom de l'égalitarisme, moi, ce que je veux savoir, c'est un chef d'entreprise. Est-ce qu'il arrive à faire une entreprise florissante? Est-ce qu'il engage? Est-ce qu'il embauche? Est-ce qu'il fait travailler? Basta. Après, s'il se paye bien, mais s'il engage des gens, c'est ça l'important. Mais arrêtons de le délire. Celui qui a le plus réfléchi là-dessus, mais ça Nicolas connaît aussi bien, c'est Piketty. Lui, son registre, c'est de dire au fond, qui est quand même son bouquin est quand même extrêmement étayé, c'est de dire que symboliquement, cette affaire est insoutenable pour une planète, quoi. C'est une sorte de l'écologie morale de l'argent. Je peux poser une question simplement. Cette mondialisation tant décriée, mondialisation capitaliste, a permis à 300 millions de Chinois de sortir de la misère et d'être la classe moyenne qui viennent ici acheter des choses. Ce que j'adore dans cette gauche étatiste magnifique, c'est qu'ils en avaient rien à cirer de ces Chinois, de ces Indiens qui crevaient de faim. Ils s'en foutaient complètement au nom de l'international populaire. Maintenant que vous avez des centaines de millions de Chinois, d'Indiens, de Kazakhs, etc., qui accèdent à la classe moyenne, alors là, on dit, ah non, ça va pas du tout. Il faut arrêter le délire et le déni de réalité. Voilà. Nicolas, est-ce qu'il y a un degré symbolique d'insupportabilité des salaires? Alors ça, c'est très intéressant, parce que je crois qu'on peut essayer de réfléchir à ça, et là, je suis pas du tout d'accord avec Piketty. Alors, Piketty a fait un constat très étayé sur les inégalités, mais l'idée selon laquelle la justice, ce serait prendre le revenu d'une population et le découper en parts égales, évidemment, ne correspond pas du tout, non seulement
uniquement à mon idée de la justice, mais à l'idée de la justice qui est défendue par les philosophes qui ont réfléchi sérieusement à cette question. Et donc je crois que il faut revenir à des choses assez simples. Le grand philosophe de la justice s'appelle John Rawls. Il a écrit un livre très important au début des années 70. Et pour schématiser un peu sa pensée, mais ce qui est une façon précise de répondre à votre question, Guillaume, ce que nous dit Rawls, c'est que à partir du moment où l'ascenseur social fonctionne, les inégalités sont supportables. Je le dis autrement, les inégalités sont tolérables à partir du moment où même la personne la plus pauvre de la société en bénéficie. C'est très exactement ce qu'on a vu en Chine. Ouais. André a raison, vous avez une explosion du nombre de milliardaires, mais en même temps, vous avez eu en 30 ans un taux de pauvreté, c'est-à-dire la part des gens qui vit avec moins de $2 par jour, ce qu'on appelle la pauvreté extrême, est passé de 80% en 1980 à 10%, un petit peu plus de 10% aujourd'hui. En fait, donc Carlos Ghosn, il crée des richesses, etc. Rawls et Berkoff ont raison. Piketty piquette. Je voudrais qu'on écoute Manuel Valls. Il s'agit de la deuxième affaire. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous rejoignent simplement maintenant que malheureusement un drame est intervenu cette nuit avec un Airbus A320 qui s'est désintégré à 300 km du Caire. Il y a 66 personnes à bord, parmi lesquelles 15 Français. Réunion de crise depuis maintenant 20 minutes à l'Elysée et conversation entre le maréchal Sissi et François Hollande pour connaître évidemment les raisons de cette catastrophe. Valls parle des casseurs d'hier. Écoutons-le. Cette attaque d'une violence inouïe, et je vois bien, en effet, le symbole d'une voiture brûlée, avec une volonté, encore une fois, de casser du policier, de tuer du policier, ne peut pas rester impuni. Les sanctions doivent être donc implacables. Voilà, je voudrais qu'on passe le deuxième extrait où il parle des consignes de retenue. On voit bien ce que cherchent les casseurs, à se mélanger avec des manifestants, pour qu'il puisse y avoir une confusion. Et donc le travail des forces de l'ordre, que je veux saluer une nouvelle fois, est particulièrement difficile. Mais il n'y a aucune consigne de retenue. Il n'y a aucune consigne de ne pas interpeller. Voilà Manuel Valls qui disait il y a quelques instants sur les salaires des patrons, il faut légiférer. Le problème, c'est que on commence à avoir une idée du profil des deux personnes, notamment sur les cadres de deux personnes qui sont deux frères et qui sont clairement catalogués comme des gens d'extrême gauche. Donc, on dit tout le temps casseurs, mais c'est pas des casseurs. Non, c'est des militants d'extrême gauche qui vont délibérément. Oui, mais ce sont des idéologues. Ce sont des idéologues très sincères. Il faut arrêter de parler de n'importe quoi là. Qui d'ailleurs été fiché et devait normalement être interdit de cette manifestation. Juste une chose, Guillaume, juste pour revenir sur la question précédente du marché. Je dirais que simplement le marché doit être corrigé par la loi. Je suis très heureux qu'un Bernard Madoff ait 150 ans de prison. Voilà. Parenthèse fermée. Le marché corrigé par la loi. Deuxième sujet. Ce sont des idéologues. Moi, j'ai discuté avec eux. Ils pensent que la police, c'est l'État, je dirais, fasciste, l'État d'ordre, et qu'il faut les casser. Ça fait partie d'une mission. Ils sont totalement sincères. C'est pas casser pour casser. Et le flic, c'est le représentant de l'ordre haï, y compris de l'ordre hollandais. Il s'était planqué au lendemain de Charlie Hebdo, où tous les gens sympathisaient avec la police. Mais alors, la question que même a posée, c'est extraordinaire. Vous avez vu quand même que ces types étaient interdits de manifestation. Oui. Je rappelle simplement qu'il y a une chose qui s'appelle l'état d'urgence. C'est quoi l'état d'urgence? Moi, je comprends pas. Très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà comment il vous explique ça. Il y a même une décision du Conseil constitutionnel. C'est que vous avez un maillage très complexe à gérer pour les autorités entre l'état d'urgence voté et le droit de manifester constitutionnel. Et donc, allez donc savoir si quelqu'un manifeste ou casse. Au moment où on lui les fait, on voit quand il a cassé. Mais avant qu'il ne les casse, c'est très compliqué. Bouzou. Oui, sur le début de votre question, Guillaume, ce sont des militants d'extrême gauche. En réalité, ce que l'on voit ressurgir, mais ce que l'on voit toujours ressurgir dans l'histoire, dans les grandes périodes de transition technologique, économique, c'est le combat entre la société ouverte et la société fermée. Ça, c'est un grand classique. Vous avez l'Antiquité avec le formidable développement de l'économie athénienne, et vous avez Sparte. Vous avez la Renaissance avec le formidable développement de Florence, et vous avez Savonarola. Vous avez le 19e siècle et le grand développement de l'économie européenne. Qui délirait sur la grande place de Florence. Duché des vanités, etc. C'était d'un autre niveau, en tout cas. Oui. C'était d'un autre niveau, cher Nicolas. 19e siècle, vous avez donc le grand mouvement de développement économique, et vous avez le socialisme révolutionnaire avec un président de la République, d'ailleurs, qui est assassiné à la fin du siècle, Sadi Carnot, à Lyon. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on voit ressurgir ça, c'est-à-dire cet antagonisme entre la société ouverte, c'est-à-dire, grosso modo, nous et les auditeurs de Radio Classique qui incarnons sans doute ça, c'est-à-dire, évidemment, on voit des dérangements, il y a des choses qui vont pas, mais enfin, on se sent bien de cette société libérale, ouverte, innovante, et on essaie de s'en accommoder. Et puis vous avez des gens qui détestent ça. Et Nuit debout, pardon, et c'est là où je vais être très politiquement incorrect, mais je considère que Nuit debout incarnait ça. Incarnait en réalité le rejet de la société ouverte. C'est pour ça que j'ai été vraiment très embêté par l'indulgence. D'accord, mais les études sociologiques qui ont été faites sur Nuit debout, car maintenant il y en a,
montre qu'il y a une diversité, hein, on peut pas dire, mais il y a une majorité de garçons, 2 tiers, et une majorité de diplômés. Oui, non, mais d'accord. Mais Une d'accord. grande Ce que je veux majorité dire par là, diplômés. c'est que moi j'ai regardé les interventions sur Internet, C'est pas des les gens damnés qui de la- prenaient c'est la pas parole les à nuit damnés- debout. J'ai C'est pas pas vu les beaucoup- damnés de la terre qui Non mais d'accord, mais ce que je veux dire c'est que j'ai pas vu beaucoup de gens qui pensaient comme moi, pardonnez-moi. Donc Ouais. quand on dit c'est un mouvement ouvert dans lequel vous retrouvez toutes les sensibilités, enfin moi c'est pas ceux que j'ai vu s'exprimer en tout cas. Non, moi, juste un mot sur Nuit debout, etc. Il faut bien comprendre. Il y a des gens, et encore une fois, accordons-leur le bénéfice du doute. Eux, ils pensent sincèrement, je reviens à ça. Ils ont Et le droit. effectivement, oui, mais totalement, ils ont le droit. Totalement. Ils disent que cette société que Hollande a trahi, que, en fait, cette gauche fait une politique de droite, fait une politique justement ultralibérale, qu'ils ont tous cédé au capitalisme, et qu'ils disent, non, on n'est Vous pas n'avez pas d'accord. répondu à ma C'est ça. question tous les deux, donc vous allez être punis, vous allez être bannis. Comment fait-on pour gérer la contradiction qui existe entre le droit constitutionnel de manifester et l'état d'urgence? Eh bien, écoutez, on n'attend On en pas. est au 7e jour. Alors, on n'attend pas que 40 voitures soient brûlées avec leurs occupants dedans. Ce n'est pas le cas, heureusement, jusqu'à présent, pour sévir. C'est tout. Il y a, à un moment donné, la manifestation d'une autorité. À partir du moment où ça dérape, et dès sont qu'il y a arrêtés. une preuve de dérapage, si, il y a eu du dérapage. Écoutez, les casseurs sont dans toutes les manifestations. Tous, ce qu'on appelle les casseurs, entre guillemets. À partir du moment où il y a ça, écoutez, il n'y a pas que Paris. Il y a Rennes. Regardez ce qui se passe à Nantes. Regardez ce qui se passe à Rennes. Regardez ce qui se passe partout. Alors allons-y. Laissons faire. On verra après. Vous savez, c'est la vieille Mais si vous dites tactique. laissons faire à Manuel Valls, qu'on vient d'écouter, il va vous dire, vous savez ce qu'il va vous répondre, on ne laisse Qu'est-ce pas qu'il faire va du répondre tout. Mais si, la preuve. Si. La preuve. La Franchement. preuve. Regardez ce qui se passe depuis un mois. Non, pardonnez-moi, mais là encore, je reviens au début de Nuit debout. Je me suis allé me balader près de la place de la République. On voyait déjà des vitrines cassées, des banques Donc cassées. c'est Nuit debout qui il y est le bien eu- problème. C'est Non, Nuit debout ce que qui je a veux armé dire, les non, casseurs. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce C'est que je suis pas en train de dire, c'est qu'il y a eu de la complaisance, c'est qu'il y a eu une certaine complaisance C'est évident. dès le début, une certaine lâcheté, disons le mot. Et aujourd'hui, le gouvernement se retrouve débordé. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes sur Radio Classique et Paris Première. Nous sommes ravis de travailler pour vous tous les matins. Nous avons rendez-vous avec la bourse.